Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement et que le partage d'écran se fait correctement. Merci à tous de participer à ce webinaire d'aujourd'hui consacré aux nouveautés de Molflow 2024. L'idée est de présenter bien sûr les fonctionnalités de cette nouvelle version et je vous propose de partager vos questions, vos interrogations à la fin de ce webinaire via le chat. Me concernant, donc moi c'est Hervé Heitman, donc je suis ingénieur d'application chez Applicit depuis 6 années. Je m'occupe de tout ce qui est présentation technique des outils Molflow, Fusion 360, des formations, du support technique et du suivi client de manière générale. Et j'ai également travaillé chez MIHB et chez Renault en tant qu'ingénieur calcul. Et j'ai une formation d'ingénieur en chimie des polymères que j'ai réalisée à l'ITEC de Lyon. Petite parenthèse toujours sur notre site internet où vous pouvez être informé de l'ensemble de nos actualités concernant nos webinaires, les événements, les salons, le club utilisateur. Vous retrouvez l'ensemble des informations directement sur le site et vous pouvez vous inscrire à l'ensemble des événements directement par cette plateforme. Aussi, on le rappelle toujours, on fait également des articles techniques, en général 3 par mois, pour tout ce qui est fonctionnalités, trucs et astuces liés aux outils Molflow et Fusion 360 entre autres. Et c'est surtout des articles qui sont liés à l'actualité du moment, à ce qu'on peut retrouver en termes de questions générales. Donc vraiment une mine d'informations très précieuse. Au niveau de ce qu'on a proposé comme webinar au courant de l'année, vous pouvez retrouver ici l'agenda global. Donc on avait fait en janvier les nouveautés Molflow 2023, en février l'influence du modèle numérique sur le calcul des pressions, ensuite l'intérêt d'utiliser les profils d'injection, comment les utiliser, l'impact et les possibilités du solveur de déformation, la simulation d'extrusion, les bonnes pratiques du gestionnaire des tâches, le Simulation Compute Manager, l'analyse d'orientation des fibres, l'impact du paramétrage sur le calcul des rotatures, aujourd'hui les nouveautés Molflow 2024, et pour conclure l'année, l'injection de poudre métallique ou céramique. Donc comme toujours, si vous n'avez pas pu participer à l'un de ces webinars, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse support@applicit.com et auquel cas on pourra vous envoyer l'enregistrement de la session que vous avez loupé. Au niveau de l'agenda aujourd'hui, je vais simplement introduire le sujet. Je vais faire un rapide résumé sur Molflow 2023, ainsi que sur les updates 1 et l'update 2. Ensuite, je vais présenter les fonctionnalités de Molflow à venir. À noter que la version 2024 n'est pas encore officiellement sortie. Elle sortira au début d'année 2024. Donc ce que je vais présenter là est une roadmap. Il n'y a pas une garantie à 100% que ce sera intégré dans Molflow 2024, mais c'est la roadmap qui est prévue par Autodesk. Donc il y a de grandes chances que ce soit bien sûr intégré. Sinon, auquel cas, ça peut être intégré aussi dans un update plus tard. On va dire c'est des fonctionnalités à très court terme et certaines à moyen terme potentiellement. Donc pour introduire un petit peu le sujet, donc comme vous savez, Molflow se met à jour continuellement pour apporter des nouvelles fonctionnalités, simplifier l'utilisation de Molflow au quotidien, simplifier l'expérience utilisateur, et l'ensemble de ces fonctionnalités concernent bien sûr systématiquement toujours la base matière. À chaque update, chaque version du logiciel, une mise à jour de la base matière est réalisée. Le gestionnaire des tâches pour simplifier le flux de travail, l'échange d'informations, le transfert de données, simplement le gestionnaire des tâches entre l'interface Synergy et le solver, la performance du solver, et aussi des nouveaux process, des nouveaux résultats, des nouvelles fonctionnalités de manière générale. La dernière version en date est la version Molflow 2023
.2, update 2, qui intègre essentiellement une mise à jour de la base matière comparativement à Molflow 2023 et Molflow 2023 update 1. À noter qu'il existe aussi une surcouche Scandium qui permet aux utilisateurs de tester les fonctionnalités en cours de développement, qui s'appelle Scandium, donc Scandium 2023. Idem ici à noter que il existe une version Scandium pour chaque update, donc Scandium 2023, Scandium 2023.1 et Scandium 2023.2. Petit résumé concernant les nouveautés 2023. Donc on avait fait un webinaire complet en début d'année dessus. Donc pour faire bref, ce qui a été changé, ça a été simplement déjà l'installation de l'outil où tout est présent dans le même package, à savoir le Solver Insight, l'interface Synergy, Elius, Molflow Communicator, tout est dans le même exécutable. Et ce qui a été aussi amélioré, c'est le changement du serveur de licence sur un poste client via l'outil licence configuration, donc un outil à lancer dans la barre de recherche Windows. Vous tapez licence configuration, il vous ouvre une petite fenêtre à ouvrir avec des droits d'administrateur par contre. Et dans cette fenêtre, vous pouvez directement changer ou spécifier votre serveur de licence après l'installation. Hop, désolé, petit souci. Au niveau du workflow, de nouvelles fonctionnalités, donc la compensation du retrait avait été améliorée aussi pour les moules multi-empreintes où les moules on a plusieurs cavités dedans, et quand on applique une compensation de retrait pour notre résultat de déformation, ça se met automatiquement à jour vis-à-vis de ce qui est affiché à l'écran. Donc ça évite en fait de refaire à chaque fois un meilleur ajustement, un best fit sur les nœuds souhaités. Donc ça c'est plutôt agréable au niveau du workflow utilisateur. Des propriétés gris ont été intégrées pour les éléments 3D pour simplifier, pour accélérer le calcul et directement en fait modéliser une pièce pleine en spécifiant que dans notre zone de tétraèdre, on a des trous avec un certain espacement, une certaine dimension pour gagner en temps de calcul, surtout quand on est sur des pièces avec des grilles très très importantes pour alléger le calcul. Une amélioration sur l'injection compression en mid-plane avec le résultat de l'épaisseur dans le temps. L'amélioration du maillage de surface et du maillage 3D pour des modèles très volumineux avec un nombre de surfaces très important. Une amélioration du solver API pour tout ce qui est on peut utiliser Solver API pour différentes choses, hein, pour essayer des choses au niveau de la cristallisation, par exemple, via une loi de Nakamura, pour des options de transfert de chaleur, de dégradation matière, etc. Une mise à jour du SCM pour améliorer la performance et le transfert de données et les résolutions dans le cloud. Et au niveau des améliorations Solver, un calcul 3D plus précis avec prise en compte justement une meilleure considération pour les matières avec un faible module Young et un coefficient de poisson élevé, amélioration de l'orientation des fibres de verre, précision améliorée pour le calcul de déformation mid-plane dual domaine, précision améliorée pour le calcul cool BEM, amélioration du résultat de rotature, et le modèle stamp et viscosité et conductivité thermique anisotrope 3D, donc, dont je vais reparler aussi juste après sur la partie Scandium. Pour ce qui est prévu au niveau de Molflow 2024, donc ça c'est simplement un slide qui va résumer, je vais détailler un petit peu tout ça. Ça va être l'optimisation du conformal cooling
et la création de canaux de refroidissement en amont. Exporter les résultats au format scalaire pour une analyse structurelle, un couplage fibre-flux pour le solveur 3D pour prendre en compte une viscosité anisotrope en fonction de l'orientation de notre fibre, des notions d'histogramme, obturateur, gestion des obturateurs pour les éléments 3D, mise à jour de la base matière, analyse d'assemblage, contact insert-insert, nouveau modèle de retrait 3D, amélioration générale des performances du solver. Donc on va détailler un petit peu tout ça. Donc au niveau de la partie conformal cooling, optimisation de la régulation, déjà on va avoir une optimisation des canaux de régulation qui va se faire en fonction de la géométrie et il va en automatique nous optimiser la position de nos circuits pour optimiser l'extraction des calories et améliorer l'homogénéité de la température moule. Donc à ce niveau, ça nous avait été présenté aussi au club utilisateur en juin dernier. Le brevet est en cours, donc c'est ce qui est prévu effectivement pour la nouvelle version qui sortira en 2024. Et aussi une notion de création automatique des circuits qui vont suivre la forme de la pièce et le contour de la pièce, donc beaucoup plus souple et robuste que simplement le fait de générer par exemple en avant-projet un circuit partie fixe, partie mobile, où on est dans un cas vraiment très dégradé. Ça va permettre aussi d'avoir une régulation déjà un peu plus performante et également de générer des premiers circuits de conformal cooling qui vont s'adapter à la forme de l'empreinte et aussi avec une notion de géométrie obstacle où je vais pouvoir intégrer des éléments de mon moule dans lesquels la régulation ne pourra pas passer. Donc plein de choses intéressantes au niveau de la régulation, surtout que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en amont ou quand on n'a pas forcément de préétude moule, ça va permettre de nous simplifier la vie et de gagner énormément de temps sur ce type de séquence d'analyse et avoir quelque chose de plus robuste dans nos études. Autre nouveauté prévue, la notion d'histogramme sur chaque résultat qui nous permettra de voir le pourcentage de zones concernées en fonction d'une plage de valeur. Donc typiquement très intéressant pour tout ce qui est valeur mine ou valeur max et savoir quel pourcentage de notre pièce est concerné par ces valeurs. Si on est sur un pourcentage de volume de 0,01%, on peut peut-être se dire c'est simplement sur une maille localisée et que le résultat n'est pas entre guillemets à considérer ici à ce niveau et permettra aussi d'avoir aussi sur la valeur moyenne le pourcentage général considéré par la pièce sur chaque résultat. Donc un outil quand même assez intéressant pour interpréter de manière plus simple et plus performante nos résultats. On aura aussi la possibilité de pouvoir visualiser directement où se trouve la valeur minimale sur notre modèle et où se trouve la valeur maximale. Quand c'est intéressant, ça évite de recalibrer des échelles et si c'est sur une maille localisée, on va dire de tâtonner pour trouver quelle est la zone concernée dans notre modèle. Ce sera directement indiqué via un curseur. Mise à jour fréquente de la base matière, comme à chaque version. Donc dans la dernière version, on est sur un nombre de grades de 12 621 grades thermoplastiques. Donc chaque mise à jour inclut les nouveaux matériaux testés, inclut aussi des matières recyclées, toujours plus nombreuses à chaque version, et également des mises à jour des fiches matières existantes et des matières qui ont été recaractérisées parce que par exemple elles étaient trop anciennes.
Ensuite, il y aura la partie conductivité thermique anisotrope. Donc ici, ça c'est une fonctionnalité qui est déjà disponible en version Scandium, comme vous pouvez le voir via le petit logo ici, en haut à droite. Donc on a déjà pu la tester, certains clients ont déjà pu la tester pour ceux qui utilisent Scandium. Ça va permettre de recalculer la conductivité de notre matière en fonction de l'orientation des fibres calculées. C'est valable pour tout type de fibres, fibres de verre, fibres de carbone, fibres de verre longue, vraiment pour tout type de fibre dès lors qu'on calcule une orientation de la fibre. Donc pas pour le talc, parce que par exemple, on n'a pas d'orientation qui est calculée pour les charges de talc via le ratio longueur sur diamètre qui est égal à 1. Mais dès que le ratio de la fibre est différent de 1, on va calculer une orientation et on va pouvoir calculer une conductivité thermique anisotrope. Donc bien sûr, après, ça va être plus ou moins impactant en fonction du type de fibre. Et typiquement, ça va pouvoir être plus impactant sur tout ce qui est par exemple déjà fibre de carbone aussi. Et on aura tendance justement à avoir une conductivité plus faible dans la direction de l'épaisseur qui peut retarder la solidification et dans certains cas aussi impacter au final le remplissage étant donné qu'on impacte la solidification de ma matière. Donc on recalcule la conductivité, donc bien sûr on a la conductivité caractérisée dans la fiche matière et on la recalcule via l'orientation de notre fibre. Donc ça se passera dans les options du solveur de fibre et on aura ici l'onglet est-ce qu'on souhaite considérer la conductivité thermique anisotrope, oui ou non. Si on coche oui, on aura accès à ce nouveau résultat, tenseur de conductivité thermique avec les valeurs dans les différentes directions d'écoulement. Autre amélioration, ça va être la prise en compte de la gestion des obturateurs de notre pilotage séquentiel pour les éléments 3D. À l'heure actuelle, le pilotage du séquentiel est disponible en éléments poutres et il est à placer sur des éléments poutres ayant une propriété seuil chaud. Donc c'est vrai que dès lors qu'on souhaiterait potentiellement modéliser notre bloc chaud en 3D de par une forme complexe ou une turbine, on était obligé de laisser un espace, si on souhaite modéliser notre bloc chaud en 3D, entre notre bloc chaud et notre pièce, et rajouter des éléments poutres entre ces deux composants. Donc ça pouvait être un petit peu plus fastidieux en termes de mise en données, mais on devait contourner un petit peu ça. Désormais, ce sera disponible directement sur les éléments 3D de notre bloc chaud, où je vais pouvoir attribuer mon contrôleur de busette sur mes éléments tétraédriques directement. Viscosité d'écoulement anisotrope. Cette amélioration permettra, alors essentiellement sur tout ce qui est moulage par compression, où on aura une charge initiale et notre cavité. C'est vraiment le cas où ce sera le plus impactant, de prendre en compte en fait une variation de la viscosité en fonction de l'orientation de la fibre. Et typiquement, dans le moulage par compression, c'est vrai que ça a un rôle non négligeable quand on va être sur une orientation de charge aléatoire dans notre charge initiale. On aura un remplissage ici plutôt uniforme. Mais typiquement, si j'ai des fibres qui sont alignées dans ma charge initiale, le remplissage peut différer de par l'orientation initiale, et c'est ce qu'on va pouvoir prendre en compte ici via cette nouvelle version. Autre fonctionnalité, l'analyse d'assemblage, qui elle aussi est déjà disponible en version Scandium et a déjà pu être testée plusieurs fois. Donc l'analyse d'assemblage, une fonction très intéressante qui va permettre de recalibrer
un résultat de déformation, une pièce, dans son environnement d'assemblage via ses contraintes d'assemblage. Donc on va vraiment recalculer en fait via un déplacement imposé. On va ressolliciter la pièce et recalculer la déformation via les zones de fixation, basiquement. Typiquement, si on a au final dans une zone, par exemple, on a une pièce avec une cote trop grande en réalité et qu'on vient la recalibrer dans son assemblage, bah, ça peut par exemple accentuer une déformation, typiquement, hein, une flexion de la déformation, ou dans certains cas, la contrainte d'assemblage, une fois pièce assemblée, permet de réduire une déformation. En tout cas, c'est ce qu'on va pouvoir anticiper. Donc c'est quand même un outil très précieux qui va permettre d'optimiser des problèmes de conception ou de déformation. Comment ça fonctionne? Typiquement, donc si j'ai une pièce, code théorique, code nominal à 100 mm, que dans mon moule avec le retrait, j'ai une cote à 102 mm et que ma pièce injectée fait 100,5 mm et qu'elle doit être assemblée vis-à-vis de la cote théorique de 100 mm, bah, du coup, l'assemblage va permettre en fait de reforcer la cote sur les zones d'assemblage et typiquement ici de créer une flexion forcée par rapport à la dimension de ma pièce injectée. On aura accès directement à un nouveau résultat qui est le résultat de déformation via la pièce code théorique avec directement les contraintes d'assemblage. Il faudra spécifier au préalable dans le paramétrage process de l'étude le retrait envisagé, parce qu'il va recalculer aussi via le retrait bien sûr qu'on aura mis dans le moule et cette notion de déplacement imposé qui va être considéré comme un cas de charge spécial. Donc typiquement, soit on va mettre en fait dans notre paramétrage process le retrait qu'on aura calculé dans une étude préalable, soit le retrait qu'on envisage à mettre dans l'outillage vis-à-vis de la caractérisation de la fiche matière basiquement. Comment ça va se présenter? Sur les zones qui vont être recontraintes dans l'assemblage, sur mes zones d'assemblage, je vais, dans les conditions limites, appliquer des contraintes générales. Je vais choisir mes nœuds où je vais avoir mes zones d'assemblage et attribuer ces contraintes. Et une fois les emplacements des contraintes d'assemblage spécifiées, je vais rentrer dans les propriétés et je vais choisir à utiliser dans une étude d'assemblage ici. Donc on voit les autres types d'études à utiliser dans l'analyse de déformation, de core shift, de contraintes. Et il y aura ici une nouvelle étude, analyse des contraintes dans l'assemblage. Et dans le paramétrage process, je vais pouvoir justement cocher calcul de la déformation après assemblage et spécifier le retrait en pourcentage à appliquer. Donc ça, cette notion de retrait sera très importante aussi dans la manière dont il calcule la déformation après assemblage, donc à bien identifier soit sur la fiche matière, soit dans une étude préalable, soit vis-à-vis de ce qu'on envisage à mettre dans l'outillage. Et donc un petit exemple ici qui a été réalisé en guise de test. Donc typiquement, à gauche, on retrouve la déformation à l'éjection, donc avec un effet de coin relativement important. Et à droite, la déformation après assemblage où on a contraint de manière nodale les extrémités
les extrémités internes au niveau des points rouges que vous pouvez voir ici sur l'image, qui sont mes nouvelles zones d'assemblage, et du coup on retrouve la nouvelle déformation après assemblage calculée, avec justement du coup en fait une flexion forcée par rapport à l'effet de coin initial en fait. Donc ça c'était pour la partie assemblage. Ensuite, donc certains le connaissent déjà aussi et ont déjà pu le tester. C'est déjà aussi disponible en version Scandium. C'est le nouveau modèle de retrait 3D, le Stamp. Vous connaissez déjà sans doute le CRIMS, qui est utilisé pour le midplane et le dual domain. Le modèle par défaut pour l'analyse 3D et le modèle de contrainte résiduelle non corrigé. Et à ça va s'ajouter le modèle Stamp. Stamp, pourquoi? Pour Shrinkage Test Adjusted Mechanical Properties. C'est un nouveau modèle de retrait 3D qui va inclure la caractérisation en retrait de la matière et qui va permettre d'améliorer la prédiction de la déformation 3D, entre autres de la contrainte résiduelle et du retrait. Pour faire simple, les données de retrait mesurées dans une matière contiennent des informations très précieuses et une notion de dépendance à la température des propriétés mécaniques et également une meilleure considération de l'effet de relaxation des contraintes. Le Stamp, qu'est-ce qu'il va faire du coup concrètement vis-à-vis des données de retrait mesurées, du plan d'expérience au niveau des 25-30 éprouvettes mesurées, il va recalculer, recalibrer les propriétés mécaniques ainsi que les coefficients de dilatation thermique. Donc c'est valable pour les matières chargées et pour les matières non chargées qui disposent des données de retrait mesurées. Ce nouveau mode de calcul sera disponible bien sûr pour toute analyse de déformation, que ce soit une analyse de déformation en petit déplacement, analyse linéaire de la déformation, grand déplacement, analyse non linéaire de la déformation, et pour une analyse de flambage. Ici, quelques petites cartographies qui montrent l'impact du modèle Stamp sur certaines matières. Ici, typiquement, on est sur un TPE. Donc, en bleu, on voit la courbe de retrait mesurée en fonction des 25 conditions process différentes. En courbe verte, le retrait mesuré via le modèle Stamp. Et en rouge, le retrait mesuré via le modèle de contrainte résiduelle non corrigée. Donc on voit que le Stamp fit beaucoup plus ici, par exemple pour cette matière. Ça va être plus ou moins impactant en fonction de la pièce aussi et de la matière. Fit beaucoup plus ici pour cette matière comparativement à l'ancien modèle de calcul 3D. Et idem pour l'image de droite où on calculait un retrait de 1,4%, tandis que la mesure calculait plutôt du 0,8%, voire ici, selon certaines conditions process, du 0,1%. On voit aussi qu'on fit beaucoup plus la courbe de mesure réelle. Qu'on a déjà pu le tester aussi plusieurs fois. C'est vrai que ça apporte quand même, dans certains cas, encore pas tous, il y a des cas où au final, ça change pas grand-chose, mais il y a certaines pièces, certaines matières sur lesquelles ça apporte vraiment des informations supplémentaires et une notion de relaxation des contraintes plus précise. Donc ça va se présenter ici dans le détail de la matière, dans les propriétés de retrait. On retrouve ici en midplane dual domain le modèle de contrainte résiduelle corrigé, le CRIMS, et en 3D le modèle Stamp ici. Et ici, c'était un cas de validation aussi sur une pièce en PP réalisée en grand déplacement, où on voit que la pièce ici a une déformation, un delta de planéité Z de l'ordre de 17 mm. En calcul standard, c'était non OK via le grand déplacement. En calcul Stamp, on retrouve exactement la même valeur et la même déformation sur cette pièce de validation Autodesk.
Les autres améliorations concernent la partie core shift au niveau du contact, alors insert-insert ou plutôt du coup noyau-noyau. En core shift, dès lors qu'on a ou qu'on souhaite simuler le déplacement soit d'un insert surmoulé, soit d'une broche de moule durant le cycle, il faut vraiment appliquer les contraintes sur chaque noyau, chaque insert. Il ne va pas retrouver un vis-à-vis actuellement en fonction d'un autre élément du moule. Et c'est ce qui peut des fois complexifier la mise en donnée, c'est vraiment d'appliquer les bonnes contraintes propres à chaque élément de moule. L'amélioration qui vise à améliorer ça justement permettra justement de se simplifier la vie et de retrouver directement du contact entre soit des inserts surmoulés dans l'outillage, soit du contact entre différentes broches de moule. Directement, par exemple, retrouver un appui vis-à-vis d'une autre broche pour voir le déplacement de broches qui sont en appui l'une sur l'autre. Actuellement, il faut quand même les gérer de manière indépendante vis-à-vis de ces contraintes, soit via des contraintes générales, des contraintes fixes, des contraintes unidirectionnelles, etc. Donc, une amélioration assez précieuse pour ce type d'études. Et une amélioration, une nouveauté sur la prise en compte de la dilatation thermique dans le cadre d'inserts surmoulés dans l'outillage, dans l'analyse de déformation, dans les options du solver. Vous avez la possibilité en injection thermoplastique classique de prendre en compte la dilatation thermique du moule, qui va être plus impactante dès lors qu'on va commencer à être sur des températures moule très élevées, et donc avoir une petite différence, par exemple, de retrait calculé. Alors, si c'est pas non plus transcendant, mais si je commence à être sur des températures moule importantes, on peut avoir un petit écart, et ce petit écart pourrait être intégré désormais dans nos analyses avec des inserts métalliques, en prenant en compte la dilatation thermique avant contact de l'insert avec l'outillage et bien sûr après contact de l'insert avec l'outillage, étant donné qu'on va spécifier une température initiale de l'insert avant de le placer dans l'outillage, ainsi qu'un temps de contact dans le moule avant injection. On a fini pour aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit, ça c'est vraiment la roadmap générale, donc une grosse partie des fonctionnalités qui vont être présentées bien sûr seront incluses en 2024, on n'a pas de garantie à 100%. Elle sortira en début d'année 2024. On replanifiera bien sûr un webinar complet détaillé dès lors que la version 2024 sortira de manière officielle. En tout cas, vous avez un aperçu, vous avez déjà un petit aperçu de ce qui va être intégré. Et bien sûr, je pense qu'il y aura aussi d'autres choses qui vont être intégrées dans la version 2024 qui n'ont pas été aussi présentées aujourd'hui. Donc, en tout cas, vous avez une petite vision de la roadmap et de certaines fonctionnalités qui vont être intégrées dans la future version. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, à les poser dans le chat directement. Une question sur l'influence de la perte de charge avec la prise en compte de la conductivité thermique anisotrope. Alors, j'ai pas testé l'impact que ça pouvait avoir sur la perte de charge. Je pense qu'on aura un impact aussi, vu qu'on impacte le figeage de la matière en soi, on impacte aussi indirectement nos pressions et, nos pertes de charge, quoi. Après, ce serait à voir, sur un cas test, qu'est-ce que ça impacte concrètement sur les pressions. Mais vu qu'on retarde la solidification dans l'épaisseur,
on aura un impact sur, ouais, peut-être pas des masses sur la perte de charge, mais ouais, surtout sur le figeage de la matière. Slide 22, comment est caractérisé le retrait? Le retrait, c'est les mêmes. Comment est caractérisé le retrait? Ça va être la même caractérisation qui se trouve dans les fiches matière Molflow, qui dispose de la caractérisation CRIMS. Ça va être simplement une surcouche qui va être ajoutée au solver pour prendre en compte justement une notion de dépendance à la température et une meilleure considération de la relaxation des contraintes. Mais sinon, c'est la même caractérisation en retrait qui a été réalisée de manière historique par Autodesk Molflow. Donc effectivement, c'est pas une nouvelle caractérisation de la matière justement, sinon ce serait je pense que ça aurait été compliqué à gérer. C'est la même caractérisation que le CRIMS, c'est juste qu'il va utiliser cette caractérisation en retrait un petit peu différemment du CRIMS et pour les éléments 3D. Pour faire simple, c'est le CRIMS qui est utilisé en 3D, grosso modo. Autre question, sera-t-il possible en 3D de prendre en compte la cinématique de l'obturateur? Alors, j'en ai pas la moindre idée pour le moment. Je pense que c'est quelque chose qui pourra aussi être travaillé vu que c'est déjà disponible aussi pour les éléments poutres pour piloter la vitesse de l'obturateur, la vitesse d'ouverture de l'obturateur. J'aurais tendance à dire que on sera déjà sur la partie séquentielle pure sans la prise en compte de la vitesse de l'obturateur, mais ce sera validé. Est-ce que la base de données matière MIMSIM va être élargie? Il faut honnêtement sur la base matière, sur tout ce qui est nouvelle matière ajoutée, il faudra vraiment attendre que la version sorte pour voir exactement le nombre de références en plus qui ont été ajoutées, le nombre de matières supplémentaires, que ce soit sur la partie thermoplastique ou thermodurcissable ou sur les matières MIMSIM qui sont également intégrées dans la partie thermoplastique. Est-ce que l'outil de génération du conformal cooling sera disponible dans Scandium prochainement? Là, la version Scandium 2023, elle est figée. Du coup, je pense que ce sera vraiment pour 2024 directement et ça fera pas l'objet, je pense, d'une version Scandium. Ce sera directement dans la version commerciale. Souvent, tout ce qui est disponible en Scandium, c'est vraiment nouvelles fonctionnalités, amélioration solver et moins sur la partie expérience utilisateur, flux de travail. Donc c'est vraiment plus la partie Scandium est vraiment plus destinée aux améliorations solver qu'aux améliorations interface. Et la partie génération du conformal cooling est plus une amélioration de l'interface et de l'expérience utilisateur, à mon sens. Ok, je vérifie si j'ai fait le tour des questions. Si j'en ai pas loupé une, je ne crois pas. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Donc on est tout bon. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Donc dès lors que la nouvelle version sortira aussi officiellement, donc début d'année 2024, comme je l'ai dit,
On planifiera aussi un nouveau webinar et on publiera aussi un petit article sur notre blog pour que tout le monde soit informé de cela. Et bien sûr, on la testera aussi en amont pendant quelques semaines, pendant quelques semaines, toujours, toujours, toujours aussi pour vérifier s'il n'y a pas de soucis particuliers ou de port de communication à ouvrir ou je ne sais quoi, pour vous faciliter la vie et avoir toutes les billes pour travailler proprement sur la nouvelle version. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée.